Alors, la conscience spirituelle, la démarche, la recherche ésotérique, etc., on est bien d'accord que ça mène à tout à condition d'en sortir un jour ou l'autre, mais l'argument principal des gens qui sont dans ces mouvements ésotériques, dans une phase de recherche active, en fait qui se recherchent eux-mêmes, ne parviennent pas à se trouver et vous diront qu'ils ont bien du mal à quitter ce genre de mouvements qui les nourrissent, en fait, qui sont souvent comme des grandes familles spirituelles, des grands supports ou des béquilles même pour certains, mais qui ne peuvent pas lâcher justement parce qu'ils sont dans cette phase de recherche. Le principal argument de ces gens, c'est que, après avoir écouté Bernard, c'est bien beau tout cela, on le comprend, mais ça nous prendrait une preuve tangible. Il faudrait être en contact avec cet élément de parole et pouvoir le déclencher, avoir cette preuve un jour dans sa vie que ça existe, qu'on peut aller chercher les réponses de l'intérieur, les avoir soi-même, les réponses à ces fameuses questions-là, sans s'appuyer sur les béquilles des traditions ésotériques ou des systèmes de croyances ou de pensée, quels qu'ils soient. Alors qu'est-ce qui détermine le temps qui rapproche la personne de cette phase active là du contact avec et de l'expression de sa propre parole et des réponses à ces questions? Ça vient un jour chez tout le monde, mais est-ce qu'on peut le déclencher ou si ce n'est pas de nos affaires? Comment vivre en attendant sans éléments de preuve concrète? Je crois que la preuve, on l'a tous les jours. On l'a tous les jours, la preuve, mais de l'autre côté, à tous les jours, on vit dans la lutte. On dirait que l'homme vit constamment dans la lutte. On parle avec des gens, on vit la lutte, ou on jase avec des gens, parce que pour moi, l'homme ne parle pas. Donc, on jase avec des gens et on lutte. On vit le mental au niveau de la conception, on vit le mental au niveau de la connaissance, on vit le mental au niveau de l'approbation. Je crois que la première faille de l'homme, c'est de chercher l'approbation à l'extérieur de lui-même. À partir du moment où on cherche l'approbation d'une société, on s'infirme. Et l'ego est constitué psychologiquement en termes d'approbation, parce que l'ego, qui est un aspect insécure de la conscience totale, s'il ne sent pas une approbation de ce qu'il dit ou une confirmation de ce qu'il dit, il ne peut pas goûter de ce qu'il dit. Et chercher toute sa vie une approbation, ça peut être une campagne électorale. Il y a des gens dans le monde qui rencontrent des gens et qui parlent avec eux, et ils vont dire, ah, cette personne-là me comprend. Et aussitôt que ces personnes cessent de parler avec telle personne, et qu'elles continuent leur communication avec d'autres, elles vont dire, ah, ces gens-là ne me comprennent pas. Il y en a une qui me comprend, ou il y en a deux qui me comprennent. Pourquoi ce phénomène? Parce que la personne qui vous comprend peut vous comprendre par sympathie vibratoire. Il y a des gens qui, égoïquement, sont sympathiques à. De l'autre côté, il faut que l'homme en arrive à pouvoir se faire comprendre. Et comment se faire comprendre? Bon, il faut qu'il en arrive à avoir suffisamment de mentalité pour avoir un minimum d'émotivité. Moi, j'ai rencontré un juif aujourd'hui. J'ai rencontré un homme d'affaires juif. On sait qu'est-ce que c'est un homme d'affaires juif. J'étais justement avec M. Moses. Et on a fait une expérience de 2 heures. Et ça a été très intéressant. Pas pour moi, pour le juif. Ça a été intéressant pour le juif parce que, finalement, il a rencontré un juif. En esprit. En esprit. Donc, automatiquement, étant juif, il a pu apprécier ça.
Mais nous, les hommes, nous n'avons pas tendance à... Nous manquons de centricité. Ça nous a été enlevé, la centricité. La centricité nous a été enlevée par les religions. Elle nous a été enlevée par les systèmes de spiritualité. Ça nous a été enlevé par le mysticisme. Tout nous a été enlevé. L'homme a été constamment déculotté pendant des millénaires. Aujourd'hui, il se retrouve roi sans culotte et il veut, ou il voudrait, se voir culotté. Donc, les hommes sont des rois sans culotte. Et comme la culotte du roi conscient, elle est très très abstraite, c'est la parole. S'habiller d'une parole, c'est pas comme s'habiller de jeans. Donc, s'habiller d'une parole, c'est une science. Ça demande quoi? Ça demande une capacité chez l'être humain de vivre de sa parole. Et de ne pas simplement vivre de l'impression que créent d'autres personnes dans sa vie face à sa parole. Il y a des gens comme ça qui ont une certaine parole. Elle n'est pas puissante encore, elle n'est pas dans la totalité de sa puissance, mais ils vivent leur parole. Moi, il y a un type dans la salle, M. Daniel Ménard, il est là-bas. Ça, c'est un type qui il vit sa parole, il sent sa parole, elle part de son mental, sa parole. Et c'est un homme qui n'a pas de difficulté à sentir ce processus créatif de la parole. D'accord, il a des facultés suprasensibles, supramentales, astrologiques, et ainsi de suite, mais le phénomène demeure quand même que l'homme normal dans la rue a aussi cette parole, mais il a été mal éduqué. Il a été éduqué à faire référence toujours à l'extérieur, ce que les autres pensent. Vous ne pouvez pas parler en fonction de ce que les autres pensent. Les autres, la masse, on le sait, tout le monde le dit. L'homme l'a répété pendant des siècles, on a fait des fables, on a fait des récits ésotériques que la masse n'est pas capable de supporter le jugement créatif de l'individu. Ça a été la souffrance des initiés, ça a été la souffrance des grands inventeurs, ça a été la souffrance des créateurs, ainsi de suite. Donc pourquoi l'homme qui en lui-même est un créateur? Pourquoi l'homme qui en lui-même est un maître? Pourquoi l'homme en lui-même est un initié en potentiel sur la terre n'est pas capable de sentir finalement qu'il existe en lui un feu? Et que ce feu se reconnaît dans la mesure où lui, il est prêt à reconnaître et à supporter sa parole. Si les hommes n'ont pas de parole, c'est parce que les hommes ne sont pas prêts à supporter leur parole. Ils ne sont pas capables de supporter leur parole. Lorsqu'ils parlent et que le monde jase contre la parole, ils retirent la parole et ils commencent à douter de leur parole. Ça, c'est un phénomène humain. La flamme vient de s'éteindre. Automatiquement, la flamme vient de s'éteindre. Il n'y a pas un homme qui n'est pas capable de parler, mais aussitôt qu'il parle au début, même s'il balbutie au début, déjà le balbutiement c'est de la parole. Mais non, on va dire, ah ben ce que tu dis c'est de la connerie, ou ce que tu dis là c'est de la connerie. Mais pour lui c'est réel. Mais il va être obligé pendant des années de cultiver cette capacité en lui de supporter sa parole. Et nous ne faisons pas ça. Nous avons été éduqués à penser en termes de la majorité. Nous avons été éduqués à penser en termes du vrai et du faux. Il n'y a pas de vrai et de faux dans la parole. Ça, c'est le second obstacle. Dans la parole, le vrai et le faux n'existent pas, la polarité n'existe pas. Il y a une personne qui me demandait dans un séminaire d'événements, elle me disait, parce que je disais, bon, mais j'essaie de leur faire comprendre que les valeurs humaines sont toutes polarisées, la charité, l'orgueil, et ainsi de suite. Bon. Et la personne me demande, qu'est-ce que c'est l'infidélité? Et vous voulez que je parle sur l'infidélité? Et j'ai dit l'infidélité, c'est, je ne me rappelle pas tellement comment je lui ai dit ça, mais c'est venu au point que j'ai dit, l'infidélité, c'est quelque chose entre toi ici et toi là. Ton moi humain et ton moi cosmique. Alors, le phénomène de l'infidélité, il se réduit à ta capacité humaine de supporter l'acte cosmiquement dans ta conscience. De l'honnêteté psychique. Voilà. Donc c'était clair et c'était simple. Elle l'a compris. Mais si j'avais commencé à
à moraliser sur l'infidélité ou à développer un thème moralisant sur l'infidélité. J'aurais automatiquement forcé la personne à regarder le phénomène de l'infidélité d'un point de vue involutif, d'un point de vue subjectif, d'un point de vue émotif, d'un point de vue moral, alors que l'homme, dans sa conscience créative, ne peut pas vivre par rapport à la polarité de l'infidélité, ou par rapport à la polarité de la charité, ou par rapport à la polarité de l'orgueil, ainsi de suite. Ça fonctionne pas comme ça. Donc, dans la parole, pour que l'homme apprenne à parler, il faut qu'il se dépolarise. Et ça va très loin de la dépolarisation parce que elle est à la base même de la confusion de l'esprit de l'homme. Si l'homme n'avait pas de polarité dans son mental, il aurait la parole. Donc, qu'est-ce qui tue la parole dans l'homme? C'est la polarité de son mental, donc la polarité reliée à la forme. Donc, que l'homme appartienne à une race, qu'il appartienne à une civilisation, qu'il appartienne à une religion, tout est polarisé. Donc, le moi humain n'est pas cosmique, il est planétaire. Il est polarisé. Il est fondé sur l'expérience des sens et le rapport des sens avec d'autres sens. Donc, il perd son sens. Il est incapable, l'homme, de percevoir la réalité de sa conscience, donc de parler créativement de ce qu'il sait dans un continuum d'infinité, parce qu'il revient toujours aux deux principes fondamentaux de l'inconscience évolutive, qui est le bien et le mal. Si l'âme de l'homme du terrestre a été déchirée pendant l'évolution à cause des attributs forcés sur sa conscience par les forces arimaniennes et les forces lucifériennes, ça a été justement pour maintenir constamment le déséquilibre dans l'expression de l'ego. Et ce déséquilibre a servi à l'évolution de l'âme, mais d'un autre côté, il a empêché que l'homme fonctionne au niveau de l'esprit. Il a empêché que l'homme puisse finalement faire la synthèse du bien et du mal. Si l'homme avait fait la synthèse du bien et du mal, nous n'aurions pas aujourd'hui, dans la chrétienté par exemple, ou chez les peuples chrétiens, cette défiguration psychologique de l'ego. Si l'homme n'avait pas été prisonnier de la dualité du bien et du mal, donc si l'ego n'avait pas été polarisé, sa parole aurait résonné extrêmement clair dans le monde mental de sa conscience. Donc l'homme aurait aujourd'hui une parole puissante. Une parole qui, probablement, au cours des siècles, serait devenue tellement puissante qu'elle aurait permis que la matière lui obéisse. Mais non, la matière n'obéit plus à l'homme, parce que l'homme n'est pas capable lui-même d'obéir aux lois de sa propre conscience. Lorsqu'il obéira aux lois de sa propre conscience, sa matière, avec le temps, en arrivera elle aussi à obéir à sa parole. Donc l'homme est un être qui est déchiré par la polarité, et lorsque je dis que l'homme sur la terre n'a jamais parlé, que le verbe n'existe pas chez l'homme, c'est que la parole de l'homme, elle est polarisée. L'homme ne peut pas, en conscience, détruire l'unité de sa réalité. Mais il peut fragmenter, faire éclater les formes qui ont constitué l'historicité programmée de l'évolution égoïque. C'est normal. Et souvent, on arrive dans des conflits d'intérêts ultimement cosmiques chez l'homme. Dans ce sens que il y a des vérités, des faussetés qui font partie de notre mentalité, et ces vérités et ces faussetés-là, on fait toujours le jeu de la réflexion. L'homme n'a pas à réfléchir, il est créateur. Mais pour créer, il faut supporter ce que nous croyons, ce que nous créons. Si nous croyons ce que nous supportons, nous sommes finis. Nous devenons en potentiel des fanatiques. Donc pour moi, l'être humain, si vous le mettez dans une ambiance extrêmement chaude, extrêmement bouillante, qui est équivalent par exemple aux guerres de religion, il devient facilement fanatisable. La parole, c'est le pouvoir de l'homme, ce n'est pas simplement la capacité expressive de l'ego. La parole, c'est l'outil que l'homme nouveau aura pour cesser d'utiliser le corps astral pour aller et investiguer les archives akashiques. À travers la parole, l'homme, utilisant le plan mental, sera capable de se pourvoir par lui-même, pour lui-même et de lui-même, de ce qu'il a de besoin de savoir dans le monde pour extraire de l'infinité les différentes notions qui construiront avec l'évolution une civilisation capable de lui apporter autant sur le plan matériel que sur les plans subtils les notions nécessaires à la configuration psychique de son moi, éternel et immortel. Mais pour ça, il a besoin de se défigurer psychologiquement.
Il y a dans l'homme une nature psychique qui est infinie, mais qui est astralisable. Il y a dans l'homme une nature psychologique qui est limitée à sa mémoire. L'homme, égoïquement, sur le plan intellectuel, doit en arriver à pouvoir se défigurer pour se créer une nouvelle configuration. Mais qu'est-ce qui va défigurer l'homme? Qu'est-ce qui va défigurer l'aspect mental de l'ego intellectualisé par l'histoire? C'est sa capacité créative au niveau de la parole de supporter ce qu'il sait au-delà de la polarité. Mais ça demande une force intérieure. C'est évident que si l'homme, dans ses premiers balbutiements de parole, dans ses premiers mouvements de conscience créative, attaque des formes qui ont été sanctionnées par la société depuis des siècles, des millénaires, c'est évident qu'au début, il va vivre le doute. Il va dire, qui suis-je, moi, pour dire que ceci, ou que ceci, cela, et que ceci, cela? Qui suis-je, moi, pour parler de la cosmicité? Que suis-je, moi, de parler de Dieu? Que suis-je, moi, pour interpréter le phénomène de la valeur conceptuelle du Dieu dans le monde planétaire? Qui suis-je, moi? Qui suis-je, moi, pour dire qu'est-ce que c'est l'infinité? Alors, ça, c'est son fardeau initiatique. C'est son devoir en tant qu'être intégral en potentiel de réaliser. Il n'y a pas un homme sur la Terre qui passera de l'évolution à l'évolution sans être obligé de porter sur ses épaules la qualité prométhéenne de sa conscience. L'homme est un Prométhée. Et pour que l'homme en arrive éventuellement à rejoindre les promesses de sa conscience, c'est-à-dire l'infinitude de sa mentalité, il faut qu'il soit capable, sur le plan des valeurs humaines, à quelque niveau que ce soit, de supporter la nature de son savoir. Mais ceci ne se fera qu'à l'échelle individuelle, ça ne peut pas se faire sur une base collective. Moi, je ne parlerai jamais en public de l'abortion. Je ne parlerai jamais en public de l'euthanasie, parce que je dois respecter dans le monde les ordres humains qui sont créés au niveau de l'évolution. D'ailleurs, il y a trop d'inconscience sur la Terre pour prendre, dans un instant, des paroles que la conscience humaine évolutive, émotive, n'est pas capable de supporter. Mais en privé, dans un lieu privé, ou dans ma vie personnelle, je suis capable de traiter avec le phénomène de l'abortion, je suis capable de traiter avec le phénomène de l'euthanasie. Autrement dit, ces aspects-là du privilège de la vie, ces aspects-là de la qualité polarisée de la vie n'existent pas dans ma conscience. Pourquoi? Parce que la conscience créative a la notion même de la synthèse des aspects forcément polarisés de l'inconscience évolutive. Un homme conscient n'est pas traumatisé par le bien et le mal. Donc, l'homme nouveau, pour en arriver à la constitution de sa parole, au développement de sa parole, il va être obligé d'apprendre à cesser de jaser. Cesser de jaser veut dire quoi? Il va être obligé un jour d'arrêter de se prendre au sérieux. Parce que c'est dans le sérieux de la jasette, ou c'est dans le sérieux de la parole évolutive que l'homme découvre qu'il est insécure, égoïquement. C'est dans la jasette et l'insécurité de la polarité que l'homme est obligé de vivre une recherche spirituelle qui ne finit plus, qui passe d'une école à une autre école, d'une école à une autre école, d'un maître à un autre maître. Donc, pour que l'homme en arrive finalement à passer de la jasette à la parole, autrement dit à la parole morte à la parole vivante, autrement dit au verbe, pour qu'il en arrive à actualiser sur le plan matériel la constante humaine, créative, psychique, mentale et absolue de son moi qui, en lui-même, est éternel, il faut que l'homme, en tant que Prométhée, puisse, sur le plan de sa conscience humaine, supporter toute la charge de cette décharge d'énergie qui est la parole. Si l'homme n'est pas capable de supporter la charge de sa parole, la dose de sa parole, et qu'il n'est pas capable de subir, quand il parle, toute la réflexion qui vient du monde, des nations, des consciences raciales, ainsi de suite, et qu'il s'écrase dans un coin de la petitesse de son homme planétaire, à ce moment-là, il est absolument inutile pour lui de continuer à faire de la recherche spirituelle. Il va simplement faire engraisser les coffres des maîtres, il va simplement faire rembourrer les oreilles extrêmement déjà soufflées de l'ésotérisme et de l'occultisme. Donc, sa parole doit avoir ses racines dans son feu ou dans cette force intérieure, là, dans laquelle il n'y a pas de polarité. Très juste. Et je m'excuse si j'ajoute à ce que vous dites, parce que ce que vous dites est important. Sur la planète Terre, on ne fait pas la distinction entre la force intérieure et la volonté. Il y a une très grande différence entre la force intérieure et la volonté. Un être peut avoir de la volonté parce qu'il est né d'une bonne famille, il a été donné de bons outils, il est allé à l'école. Donc, il lui est facile de manifester de la volonté dans le monde. Parce que déjà, sur le plan de la personnalité, il est bien cousu. Tandis que la force intérieure, ce n'est pas quelque chose que l'on va chercher chez Eaton. La force intérieure, ça fait partie de l'être, ça fait partie de l'âme, ça fait partie du contact
génératif de l'esprit et de l'âme. Et il y a dans l'homme nouveau une force intérieure qui est plus grande que la volonté. Et éventuellement, la volonté deviendra créative, et à ce moment-là, la volonté créative et la force intérieure seront une. Mais un homme qui a de la volonté n'a pas nécessairement de force intérieure. Mais un homme qui a de la force intérieure n'a pas nécessairement aujourd'hui de volonté parce qu'il n'a pas les outils, mais demain, un jour, il en arrivera à avoir cette volonté parce que les forces de la vie ne peuvent pas écraser un homme qui a de la force intérieure, alors que les forces de la vie peuvent s'abattre contre un homme qui a de la volonté et il peut facilement se rendre compte qu'il n'est plus capable d'aller plus loin. Donc, la force intérieure, elle est nécessaire à la parole fait partie de la force intérieure, la parole augmente la force intérieure, et la parole éventuellement permet à l'homme de découvrir qu'il a aussi une grande volonté créative. Mais si l'homme vit sa conscience mentale au niveau de la jasette, il va pouvoir se gonfler, il va pouvoir se dégonfler, il va pouvoir aller extraire de tout ce vocabulaire ésotérique des notions particulières qui semblent lui donner sur le plateau social une certaine conscience avancée. On va dire à lui, ce bonhomme-là, il n'a pas de réincarnation, il est fantastique, blablabla. Mais dans le fond, tout ceci, c'est du cosmétique. Et si on regarde le monde, si on regarde dans le monde, les gens qui se sont trop rapprochés de l'occultisme et de l'ésotérisme, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de cosmétiques. Il y a des gens inconscients dans le monde, et je parle des gens inconscients, qui vont mourir inconscients, mais qui ont de la force intérieure, qui sont plus près de leur réalité que des gens qui ont vécu pendant des années et des années dans une recherche spirituelle. Je prends un exemple que tous les gens connaissent. Comment elle s'appelle? Mère de Calcutta. Teresa. Mère Teresa. Ce sont des gens ce sont des êtres spirituels. Ok, ça marche. Mais ils ont une force intérieure. Il y a des hommes que nous ne connaissons pas, qui vivent dans les ghettos de la vie et qui ont vécu, qui ont passé à travers des expériences énormes, qui auraient détruit beaucoup de volonté, mais ils avaient une force intérieure. Donc l'homme nouveau, avec une conscience plus agrandie, plus avertie, plus raffinée du réel à cause de sa conscience, est allié à une force intérieure, pourra faire des choses extraordinaires au niveau de la parole. Mais il ne pourra jamais avoir la parole s'il ne sent pas en lui-même cette force. Bon, cette force intérieure, comment est-ce qu'elle s'identifie, peut-être de façon psychologique ou psychique au début, là, et comment cette force intérieure peut devenir une conscience force, avoir conscience de cette force? Cette force intérieure devient conscience force quand la parole est créative. À partir du moment où la parole devient créative, à partir du moment où l'homme est capable d'utiliser sa parole comme auparavant il utilisait ses pensées, à partir du moment où la parole devient pour l'homme réellement une épée. Quand la parole devient une épée qu'il utilise et qu'il rend créative, cette énergie interne, cette force intérieure, devient totalement utilisée chez lui. Et elle fait partie de lui, elle fait partie de sa parole, et il y a une union entre cette force et la parole. Mais l'homme ne peut pas jouer de l'épée. Je connais des gens qui sont dans l'ésotérisme ou qui sont dans les sciences occultes et qui jouent de l'épée. On peut facilement jouer de l'épée du maître. Mais on peut facilement aussi rencontrer un jour des gens, des hommes sur la terre qui, devant l'épée du maître, vont rire. Ils vont éclater un rire tellement puissant que l'épée va se fracturer. Moi, j'aurais crainte aujourd'hui. Dans le temps passé, oui. Mais aujourd'hui, dans le monde, j'aurais crainte d'être un maître. Si j'avais la conception mentale, spirituelle, ésotérique ou occulte d'être un maître, j'aurais peur aujourd'hui de vivre cette mini-conscience. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que je sais qu'il y a des hommes, et quand je parle des hommes, je ne parle pas nécessairement d'hommes matériels. Il y a des hommes dans la conscience de la terre, dans les terres de la terre, qui sont d'une telle puissance vibratoire que le maître qui les rencontre devient automatiquement un enfant. Il devient automatiquement brisé dans sa maîtrise. Il devient automatiquement déspiritualisé dans sa conscience. Il devient automatiquement brûlé dans sa mémoire. Donc, la parole, c'est un outil qui vient vers la terre présentement, qui fera partie de la
puissance créative de l'homme nouveau, et c'est à cause de la parole que l'homme nouveau n'aura plus à vivre d'initiation astrale. Son mental sera déjà en harmonie vibratoire avec le double, et son mental sera déjà la partie créative de son cerveau éthérique. Donc l'homme n'aura plus besoin d'un véhicule inférieur qui est le corps astral. Il n'aura même pas besoin de sortir de son corps pour savoir. C'est la différence entre l'involution et l'évolution. C'est la différence entre l'initiation solaire ancienne et l'initiation solaire présente. L'homme nouveau n'aura plus besoin de sortir de son corps. Lorsqu'il sortira de son corps, ce sera éthériquement. Et lorsqu'il sortira de son corps éthériquement, ce sera la fin de la civilisation telle que nous la connaissons. Donc, la parole, pour lui donner la personnification la plus précise, la plus juste que je puisse présentement, c'est le feu cosmique dont parlait Alice Bailey. Mais c'est un feu cosmique qui ne sera pas réalisé spirituellement, comme le préconise l'évolution spirituelle de la doctrine occulte. C'est un feu cosmique qui sera intégré par l'homme, intégré dans l'homme, et dans l'initiation solaire future, l'homme ne pourra plus aller dans le monde et dire à l'homme « aide-moi ». Il lui sera donné les clés de l'évolution, qui sont très simples, et il sera, à partir du moment où il lui sera donné les clés d'évolution, il sera obligé lui-même de supporter l'ouverture de la porte et de sentir le gaz chaud du feu cosmique qui va entrer dans son système psychique et qui va faire éclater en lui la mémoire, qui va scinder l'âme ancienne de l'âme moderne, qui va éliminer de l'âme nucléaire toutes les accumulations de poussière de la mémoire évolutive et qui va permettre finalement à l'homme, en tant qu'ego, de vivre l'unification totale avec un principe cosmique et de ressusciter complètement de l'astral et de ne jamais mourir, c'est-à-dire de ne jamais retourner à l'astral. Qu'est-ce qui va faire ceci? C'est le mouvement de l'énergie qui va susciter en lui la parole, qui va susciter en lui la colère nécessaire pour la destruction à travers de la parole des formes pensées de l'évolution et qui va finalement rendre l'homme libre dans sa conscience, de sa conscience. Il ne s'agit pas simplement pour l'homme d'être libre dans sa conscience. Il doit être libre de sa conscience. Donc l'homme découvrira qu'au fur et à mesure où il avance sur la courbe de l'infinité, au fur et à mesure où il avance dans le mouvement subtil de l'esprit, donc dans le mouvement subtil du développement de sa conscience, il est obligé de corriger la participation cosmique de l'esprit et la conscience égoïque planétaire qu'il possède aujourd'hui en tant qu'initié. Et ça, c'est un des grands mystères de l'évolution future. C'est une des grandes notions que l'homme nouveau par lui-même découvrira. Mais comment les découvrira-t-il? Par la parole. Il y aura des hommes qui parleront avant d'autres. Il y aura des hommes qui parleront des siècles avant d'autres. Il y aura des hommes qui parleront des décennies avant d'autres. Il y aura des hommes qui parleront des jours avant d'autres. Mais les hommes parleront avant d'autres. Et ceux qui viendront ensuite pourront partir de ces paroles et accumuler de sorte que la roue initiatique, la roue occulte, la roue de la conscience sera fracturée dans l'éther mental de l'homme nouveau sur la terre. Donc, quand vous regarderez les hommes dans 150 ans, dans 200 ans, dans 300 ans, vous ne regarderez plus des hommes qui ont dans leur esprit, dans leur conscience, une capacité psychologique et psychique de s'instruire. Vous regarderez des hommes qui ont la capacité vibratoire de faire moduler à la volonté, dans l'instantanéité, les différents niveaux d'esprit qui composent les 7 niveaux de la création. Donc, vous aurez des hommes qui seront capables d'instruire la matière. Vous aurez des hommes qui seront capables de changer le taux vibratoire de l'atome. Vous aurez des hommes qui seront capables de faire venir autour d'eux des esprits élémentaux pour les corriger dans leurs habitudes anciennes, celles qui ont été de donner à l'homme sur le plan de la matière le concept du plaisir, pour remplacer le concept du plaisir par la capacité créative de créer sur les plans subtils, non pas le plaisir de l'âme, mais la puissance créative de l'esprit qui deviendra le plaisir de l'homme. Donc vous verrez l'homme grandir dans une sagesse qui ne sera plus la sagesse des anciens, qui ne sera plus la sagesse du cœur, mais qui sera la puissance mentale de l'esprit renouvelé, c'est-à-dire renouvelé dans ce sens que l'homme, ayant découvert sa parole, n'aura même plus besoin de regarder intérieurement si sa parole est juste, parce que, rien que le fait de posséder cette parole, il aura ajusté sa conscience. Donc, il y a des mouvements dans l'évolution future, de la race racine,
qui feront en sorte que l'homme, dans la mesure où il grandira dans son corps mental, il ajustera le taux vibratoire de sa conscience. Un peu comme l'enfant qui grandit dans sa corporalité matérielle, ajuste son système de réponse de réflexologie aux besoins de sa sécurité matérielle. L'homme, au niveau de son corps mental, ajustera ceci. Donc, l'homme n'aura plus besoin de la connaissance. Parce qu'au fur et à mesure qu'il entrera dans l'infinité du savoir, autrement dit qu'il pourra parler, il pourra corriger les abus de la mémoire, il pourra corriger les influx astraux, il pourra faire reculer dans son mental le pouvoir des forces arimaniennes et des forces lucifériennes. Donc, l'homme sera roi et maître sur la terre. Et le nouvel initié, l'homme de la 6e race racine, sera tellement roi et maître sur la terre que lorsque viendront vers la terre les étrangers, ils seront obligés de passer par les corridors éthériques déjà ouverts par l'homme nouveau. Et c'est dans ce temps-là que nous pourrons dire que nous passons réellement de l'involution à l'évolution et qu'une grande masse d'êtres humains sur la terre doivent être récupérés par des forces qui sont étranges à la conscience de l'homme mais qui ne seront pas étrangers à l'homme nouveau. Donc, ce sera l'homme qui sera finalement le père ou le paternel à l'humanité. Ce ne sera plus les forces occultes, conscientes, supraconsciente, psychique et manichéenne du monde astral ou du monde spirituel. Mais ceci, ça fait partie du savoir de l'homme, ceci fait partie de la parole de l'homme. Moi, je vous parle de ceci maintenant pour la première fois, parce que c'est pour la première fois que j'ai à en parler. Donc, ce n'est pas de la connaissance, peut-être que c'est de la connaissance pour l'homme dans la salle, mais ce n'est pas de la connaissance. Ça fait partie de la fonction phénoménale, nouménale, créative de la parole, d'aller chercher dans l'infinité du mental les notions nécessaires afin de récupérer constamment l'homme de la manipulation psychique, spirituelle, occulte, ésotérique, qui ont servi l'évolution et qui demain devront être totalement libérés, neutralisés en lui, afin que lui devienne un être libre. On va donc assister à une espèce de retournement complet de nos croyances, dans le sens que ce que l'on appelle Dieu ou l'esprit ou le double éthérique a toujours été perçu comme un maître dominant l'homme, et qu'à ce moment-là, on peut s'apercevoir qu'avec cette conscience force, ce maître peut devenir le serviteur ou être au service d'une conscience supramentale. Tant que le double éthérique ne sera pas au service de l'homme, l'homme sera au service du double, l'homme sera en initiation solaire. Je vois des gens qui viennent me voir et qui me disent, moi j'aimerais être initié. Moi j'aimerais fusionner. Et je dis, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Est-ce que vous travaillez? On me dit non. Je fais de la recherche. Et votre femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'emmerde? Vos enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas de quoi à vivre. Et vous, vous faites de la recherche. L'homme fera du double son associé. Ça va très loin, ça. Ça va très loin. Ça va très loin. Et l'homme fera du double son associé. Et lorsque l'homme sera capable de faire du double son associé, le double sera capable de dire à l'homme, c'est ça que je dois faire. Mais tant que le double ne pourra pas dire ou admettre à l'homme, tant que la partie cosmique de l'homme ne pourra pas admettre à la partie planétaire de l'homme qu'elle doit s'associer, quel est son associé, à ce moment-là, l'homme est manipulé. L'homme est ésotérique, occulte. L'homme est spirituel, l'homme est de la recherche. L'homme est manipulé psychiquement. Et une manipulation psychique, ça peut durer des années jusqu'à temps que l'homme s'éveille. Non pas s'éveiller au mystère de la mémoire akashique, mais s'éveiller au mystère de la réalisation de son intégration. Une fois que l'homme est intégré, que le double devient son associé, le double a accès à toutes les mémoires cosmiques. À ce moment-là, l'homme se sert du mental pour travailler, au lieu de se sortir de son corps le soir, dans la nuit, pour aller chercher dans les brumes asphaltées de l'inconscience astrale des notions qu'il va revenir, qu'il va utiliser le jour. Est-ce que ça veut dire que s'il y a sur la Terre une personne représentative de cette association-là avec le double cosmique, est-ce que ça veut dire que ça peut aller jusqu'au point où il peut retenir des événements planétaires? Ça veut dire que dans la mesure où l'être sur la Terre devient totalement unifié à ce principe, cet être-là, ou ces êtres-là, sont responsables de la destinée évolutive de la race. Donc, il existe
il existera dans la conscience universelle de l'homme nouveau un élément supérieur à ce qui existait dans la conscience christique du Nazaréen. Le Nazaréen ne pouvait pas, dans sa conscience christique ou cosmique, interférer avec l'évolution de la race parce que il devait donner à la race un principe qui est le principe de l'amour afin d'enlever la vieille inimité des races qui avait été coagulée au cours de l'évolution. Par contre, l'homme nouveau qui représentera dans la fusion non pas le principe de l'amour, mais qui représentera sur la terre le principe de l'intelligence, sera obligé de manifester sur la terre ce que j'appelle l'âme de l'empire humain. Autrement dit, l'empire humain doit être manifesté sur la terre au cours de l'évolution et c'est la fonction de l'homme générée par le principe de l'intelligence qui fait partie de l'évolution qui permettra ceci. Et pour que l'homme en arrive à établir sur la Terre des ordres cosmiques qui conviennent à la réalité créative de la conscience planétaire mondiale, il faut que l'homme ait une conscience moroncière. Pour qu'il ait une conscience moroncière, il faut qu'il soit totalement associé au double. L'homme ne peut plus maintenant être dissocié occultement ou spirituellement du double. L'homme n'a plus le temps d'aller dans le plan astral la nuit et revenir avec des notions de grandeur de l'infinité. Il est obligé d'actualiser dans la matière, dans la civilisation, dans le cœur de l'être-té de la mémoire planétaire en évolution, l'instantanéité de cette énergie. L'homme n'a plus le temps de faire de la recherche spirituelle pour donner à l'homme des notions de l'invisibilité de sa conscience. L'homme est obligé maintenant d'actualiser instantanément ce qu'il est, ce qu'il sait cosmiquement. C'est pour ça que vous regarderez l'homme nouveau dans 10 ans, 15 ans, 100 ans, 150 ans. Cet homme sera dans la science, il sera dans la médecine, il sera dans la politique, il sera dans l'organisation mondiale de la principauté créative d'une collectivité nouvellement réorganisée, à un statut universel et s'appliquant à la formation d'une nouvelle race racine qui sera la prochaine race mentale de la Terre. Mais toujours en respectant les lois des anciennes races, mais toujours en allant de l'avant dans l'expropriation sur la Terre des territoires psychiques qui ont été occupés pendant l'évolution par les forces alimaniennes et les forces lucifériennes. Mais c'est par la parole que l'homme fera ceci. Pensez-vous que l'homme peut penser à tout ceci? Pensez-vous que l'homme peut penser? L'homme ne peut pas penser à l'infinité. Il devient dingue. Mais l'homme peut parler l'infinité. Parce qu'en parlant l'infinité, il la sort de son système. Si vous prenez de l'eau qui rentre dans un robinet et que vous fermez le robinet pour que le robinet puisse penser l'eau, le robinet va sauter. Il y aura trop de pression dans le système. C'est la même chose pour l'homme nouveau. L'homme ne pourra pas contenir toute cette énergie. Il sera obligé de parler. Et l'homme qui se conscientise va réaliser ce phénomène. Parce que nous en arrivons au début de cette transmutation de la conscience à réaliser que finalement, nous parlons, nous avons parlé, l'homme devient une vieille femme. L'homme deviendra une vieille femme. Il voudra parler, il aura le mal de parler, il aura la diarrhée de parler, il s'enivrera de parler. Et finalement, il pourra commencer à réaliser que, il dit des choses. Et là, il sera orgueilleux au début de parler. Il dira, moi je sais des choses. D'abord, Montréal avait raison. Oh, quel homme. Donc, l'homme va continuer comme ça. Et un jour, l'homme va s'écœurer de parler parce qu'il va réaliser l'infinité de la parole. Donc, finalement, l'homme va commencer à se taire. Et petit à petit, le silence va devenir sa seule plénitude. Et de temps à autre, il va rencontrer des gens avec lesquels il va aimer parler, mais ça va être tellement facile de parler avec ces gens que finalement le silence deviendra finalement auditif. Et l'homme pourra parler, on parlera, et ce sera le fun. Mais on parlera plus simplement des sphères, on parlera de finance, on parlera de politique, on parlera de science, on parlera de médecine. Mais l'homme sera obligé de souffrir un petit peu de la parole. Et vous sentirez un peu de petite névrose cosmique. Il sera donc obligé de descendre cette conscience dans la matière jusque dans son milieu professionnel, jusque dans les affaires, comme vous dites. Et s'il parle trop, il fera éclater le milieu professionnel, donc il s'habituera, il réalisera, quand il aura perdu de 3 jobs, là il fermera la gueule, et un jour l'homme fermera sa gueule. Il sera totalement anonyme. Il rentrera dans le milieu professionnel et on dira, il est gentil ce bonhomme, hein? Mais on ne connaîtra pas la puissance de cet homme. On ne connaîtra pas la pénétration de cet homme. La première chose qu'on saura, c'est que le milieu professionnel est sous son contrôle. J'ai rencontré et interviewé dernièrement Monsieur Luc Venet, qui est le collaborateur de Satprem, donc qui travaillait avec Aurobindo, etc. Il vit à New York et il est mathématicien.
Donc il a été toujours dans l'ambiance ou l'atmosphère ou l'entourage de Robindo et Satprem. Et curieusement, dans l'interview, cet homme m'a fait valoir qu'aujourd'hui, après 20 ou 30 ans de recherche spirituelle, il était devenu un pur matérialiste, mais dans le sens parfait de l'intégration de sa conscience dans la matière. Je trouvais ça extraordinaire. Est-ce que c'est un peu ce que vous dites, c'est exactement ça, comme démarche? Moi, je suis le plus grand des matérialistes. Le plus grand des matérialistes, mais conscient. L'invisible et la matière doivent s'unifier, et si nous ne devenons pas un jour des matérialistes conscients, comment voulez-vous que nous créions une civilisation? Comment voulez-vous que nous développions au niveau des gouvernements des principes organisationnels, sociétals? Comment voulez-vous que nous fassions quelque chose en science? Comment voulez-vous que nous fassions... L'homme un jour va être obligé de redevenir matérialiste, mais matérialiste conscient, autrement dit uni dans sa conscience mentale à la matière, pour que finalement la matière et l'esprit se rejoignent. Si nous sommes des matérialistes inconscients, nous sommes arémaniens, donc nous retardons l'évolution. Si nous sommes des spiritualistes oxygénés à l'astral, nous devenons totalement étouffés. Nous vivons une mort certaine. Donc l'homme va être obligé de faire descendre l'esprit dans la matière, et ceci n'est pas facile. Il y a une personne qui me disait dernièrement, elle me disait, moi, monsieur Bernard, j'ai trop d'argent. J'ai dit, c'est votre crise de problème. Elle souffrait d'avoir trop d'argent. Bon, j'ai dit, alors, on va mettre des petits sacs, là, séparez-nous ça, là. On va aller s'acheter des hamburgers McDonald's. Au moins, on va avoir un hamburger. Il a trop d'argent. Un jour, lorsque cette personne-là sera enlevée parce que l'esprit est puissant, l'esprit est créatif, l'esprit est intelligent, elle connaît les illusions de l'ego, lorsque un jour elle aura perdu tout son argent, elle aura compris le principe de l'illusion, de la spiritualité. Et je vous assure que l'homme n'a pas d'idée de la puissance de l'esprit. L'homme n'a pas d'idée de ce que veut dire de l'intelligence. C'est très intelligent de l'intelligence. Donc, lorsque l'homme aura été totalement écrasé, écœuré, parce que s'il y a quelque chose qui écœure, c'est de l'esprit, à ce moment-là, l'homme commencera à comprendre que finalement, ce qui se joue dans les sphères doit se jouer sur la terre. Et que si l'homme, pour des raisons de spiritualité ou d'inconscience ou de parfumerie, veut vivre dans les sphères et qu'il est en voie d'évolution et qu'il connaît déjà des choses qu'il ne peut plus oublier, à ce moment-là, il vivra une initiation solaire. Il vivra une initiation que lui seul sera obligé, avec le temps, de briser. Nous ne vivons plus dans l'ancien temps. Nous ne faisons plus partie d'un régime de conscience maîtrisé par les autres. Nous vivons dans un temps où l'homme lui-même sera obligé de maîtriser sa propre conscience. Et le principe, les lois de cette nouvelle conscience, qui fait partie d'une nouvelle race, ne fait plus partie de l'ancienneté des races anciennes. C'est neuf. La conscience supramentale sur la Terre, c'est neuf. C'est nouveau. Et l'homme lui-même le découvrira au fur et à mesure qu'il avancera sur la courbe évolutive de sa propre conscience individualisée. Lorsque Robindo parle de la conscience des cellules, qu'est-ce que ça veut dire la conscience des cellules, si je le regarde de mon point de vue? La conscience des cellules, c'est l'actualisation sur la Terre de la prérogative créative de l'énergie à travers la conscience cellulaire de l'homme, sur le plan matériel, astral, mental et vital, de sorte que l'évolution de la conscience des cellules pour l'homme, non seulement ça lui permettra éventuellement d'en arriver à une égalité parfaite et absolue avec le principe cosmique dont il est issu, mais aussi à la capacité caractérielle de l'immortel nouveau de faire descendre sur la Terre l'initié cosmique, donc le double à volonté. Vous vous imaginez qu'est-ce que ça veut dire, ça, faire descendre, manifester sur la Terre le feu cosmique à volonté? Ça veut dire prendre le contrôle évolutif de toute une conscience planétaire sur un plan d'énergie où la conscience raciale telle que nous la connaissons aujourd'hui est totalement non instruite. Donc l'homme nouveau aura sur la Terre, au niveau éthérique, le pouvoir de la destinée de l'humanité. Et ce même pouvoir qui existe au niveau éthérique chez l'homme nouveau, il existe au niveau des étrangers des autres planètes, et ces pouvoirs se rencontreront, et demain, au cours de l'évolution, après la fin du cycle dans lequel nous vivons aujourd'hui, lorsque les grands conflits de la Terre auront été finalement résolus, non pas par l'humanité elle-même, mais par les forces cosmiques qui changeront de main, du luciférien à la lumière, l'homme verra que finalement, c'est lui qui est le maître de la Terre. Et la Terre, dans son évolution, l'évolution des races se fera à la mesure de sa conscience et à la mesure des préceptes institués dans l'équilibre entre le principe cosmique de sa nature et l'actualisation de ce principe sur la Terre. Lorsque le Christ disait, ce n'est pas
ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Le Nazaréen, quand il disait ça, il expliquait exactement le même principe. C'est le principe cosmique qui vit dans le principe matériel, et le principe matériel utilise le principe cosmique pour faire sur le plan matériel ce qu'il a à faire. Il disait, le Père et moi sommes un. Voilà, le Père et moi sommes un. Le Père, c'est le double. Aujourd'hui, les gens qui sont en voie de conscientisation et qui veulent toucher à l'autre aspect, donc celui de l'organisation de leur connaissance ou de leur compréhension dans la matière et en milieu professionnel, là, est-ce qu'ils vont édicter de nouvelles lois au niveau des affaires, au niveau de leur milieu professionnel? Est-ce qu'il y a une autre façon de travailler que la façon traditionnelle dans le monde des affaires, par exemple? Oui. L'homme nouveau sera tellement créatif, mais tellement créatif, que tout ce qu'il regardera dans le monde organisationnel de l'évolution, il sera capable de réorganiser. Il ne va pas réinventer la roue, l'homme nouveau. Il va réorganiser, il va donner une autre vibration. Et dans le monde des affaires, dans le monde de la société, dans le monde matériel, il va infuser la forme. Et cette infusion de forme sera instantanée. Les hommes seront surpris de cette capacité créative de générer. Pourquoi? Parce que il ne sera plus limité par la liaison de l'émotion et du mental. Il n'aura plus d'insécurité. Donc, libéré de son insécurité dans le monde professionnel, il pourra faire des choses absolument extraordinaires. Mais ceci demandera qu'il en soit arrivé à une conscience. Et lorsqu'il aura cette conscience, cette sorte d'anonymat de conscience, il pourra travailler avec les hommes de l'évolution, faire des choses intéressantes. Moi, j'ai rencontré ce juif après-midi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Parce que même le juif, il a une sensibilité. Seulement, il y a tellement de mots, il y a tellement de juiveries dans toute la conception mentale, que si on ne vit pas à partir de notre force intérieure, ben, on est enjuivé. Mais si vous vivez de cette force intérieure, et que vous sachez que l'homme lui-même a sa propre force intérieure, et que vous faites une connexion au-dessus de toute l'illusion de la personnalité juive, vous avez un bonhomme absolument extraordinaire. Vous pouvez faire des affaires avec lui, et on vous respecte, et on n'a pas le choix parce qu'on a une force intérieure. Mais le monde des affaires est reconnu comme un monde dans lequel il n'y a aucun principe moral ou aucune honnêteté, etc. Est-ce que ces choses-là vont changer? Dans le monde des affaires inconscients, il n'y a pas d'honnêteté et de moralité, parce que le monde des affaires inconscients est régi par les forces arimaniennes. Alors que le monde de la matière de l'homme conscient sera régi par les forces créatives de la lumière. Donc, le principe de la moralité, le principe de la moralité n'existera même pas. Tout sera créatif. L'homme sera créatif. Le juif aujourd'hui, moi j'aime beaucoup les juifs. Le juif aujourd'hui, quand on s'est laissé, il m'a dit, vous êtes un homme très intéressant, très correct. J'ai dit, je ne suis pas correct. Je ne suis pas un homme correct. Parce que ça, c'est l'invité à me dire des mots qui, pour moi, ne sont pas réels. J'ai dit, je ne suis pas correct. Je suis réel. Alors, je me suis levé, et je suis arrivé comme ça. Je l'ai pris par les lapels, je l'ai regardé dans les yeux. J'ai dit, moi, je suis réel. Je me fous d'être correct, bonhomme. Je suis réel. Si j'étais pas réel, je ne pourrais pas faire ça. Vous comprenez? Il dit oui. Donc, on se laisse imposer des notions par les hommes. On se laisse constamment imposer des notions. Ah, vous êtes gentil, vous êtes bon, vous êtes... Si quelqu'un me dit que je suis bon, ça veut dire que, aussi, comme c'est polarisé, je peux être l'opposé. Ouais. Moi, je déteste que les gens me disent, ah, vous êtes bon, parce que je sais qu'il peut se dire que je suis pas bon. Si on me dit que je suis charitable, on peut avoir la notion qu'il n'y a pas un homme de parfaitement charitable, donc il doit y avoir en lui aussi du je sais pas moi, du requin. Ouais, bon. Alors, je veux pas, j'ai peur que les gens me disent, ah, tu es bon, tu es charitable, je veux pas savoir. Mais qu'on me dise que je suis intelligent créativement, ou qu'on me dise que je suis réel, ça pour moi, c'est le plus grand compliment qu'on peut faire à une conscience humaine. Mais ce n'est pas à moi qu'on le fait, on le fait à la conscience humaine. Donc, chaque fois que le juif me dit, ah ben, vous êtes gentil, vous êtes honnête, ça veut dire que, il se passe des choses dans les business. Je vais lui dire, je suis pas honnête. Je n'aime pas qu'on me dise que je suis honnête, ça m'insulte. Qu'on me dise que je suis réel. Là,
Mais les hommes n'ont pas ce vocabulaire. Donc moi, je suis obligé de l'utiliser pour détruire son concept de la polarité de l'honnêteté, pour qu'il sache que je ne suis pas intéressé à être honnête ou déshonnête. Je suis intéressé simplement à être, point final. Maintenant, signe. Est-ce qu'on peut avoir du fun dans les affaires? Ah, c'est extraordinaire. Demandez à Donald Moses. Demandez à la corporation que nous sommes en train de former présentement. C'est absolument inouï. Inouï. On passe notre temps à former de nouvelles compagnies. On est rendu à combien, là? Combien? 15 ans. Et les gens disent 15 compagnies, waouh! Facile. Et ça, c'est le début. On va pas rester avec 15 compagnies, c'est passé. On en fait des compagnies parce qu'il y a de l'énergie, d'énergie, 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 d'énergie. Ouais. On va dans tout, hein. Mais ces compagnies sont-elles sous votre contrôle total? Elles sont sous le contrôle de l'énergie créative qui est synthétisée dans comment est-ce qu'on appelle ça? Un board of directors? Il y a un board of directors. Ça prend un ordre, les gérants de banque ou les gens qui disent comment ça fonctionne cette compagnie-là. C'est pas dans l'astral. Il y a des avocats, mais les avocats on les rentre, on rentre tout le monde. C'est plaisant. Et chacune de ces compagnies, est-ce qu'elle est autonome? Est-ce que ça Toute compagnie est autonome. Ouais, toutes les compagnies sont autonomes. Vous avez quelque chose, vous avez une idée formidable, on dévie avec nous. Pouf, vous faites vos affaires, nous autres, on vous donne le support. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, alors, si j'ai une expertise dans un domaine, mais j'ai un manque dans l'autre, vous allez avoir un studio. Oui. Vous voulez avoir un studio, vous aurez votre studio. Fait que quand vous avez votre studio, vous appelez ça, je ne sais pas comment vous appelez, Payotte. Vous avez studio Payotte incorporé, vous vous connectez à nous autres, on vous donne la logistique, vous avez votre studio, puis on s'amuse. C'est comme ça. L'autre a une autre compagnie, on greffe. Donc, automatiquement, tout le monde, il n'y a pas de patron, tout le monde est créatif, tout le monde a du plaisir. Moi, quand je vais au bureau, je vais voir les amis, ça n'a plus d'allure. On est obligé, on pleure quand on se laisse, parce qu'on a tellement de fun à travailler. C'est pas une affaire d'arriver à 9 à 5 le matin, t'arrives quand tu veux. C'est pas une affaire de perdre ta job, t'en as pas de job. C'est du travail à la carte. C'est du travail à la carte. Mais le prix est établi par nous. Ah, c'est formidable. J'aimerais entendre leur avis. Moi, j'aimerais savoir s'ils ont autant de fun de travailler avec vous. Donald, il travaillait pour une compagnie, il travaillait pendant des années pour une compagnie à Montréal, il faisait un très bon salaire, ainsi de suite. Et à la fin, quand il a laissé, c'était sa mort d'aller travailler. Pourtant, il avait un bon salaire, ainsi de suite. Mais il vient à un point où l'homme conscient il ne veut plus travailler, il veut œuvrer. Ou travailler consciemment, c'est œuvrer. Donc, c'est commencé. Mais, naturellement, on ne peut pas travailler avec n'importe qui, parce qu'on ne peut pas polluer cette... Bon, mais qu'est-ce qui détermine la participation dans ces affaires-là, telles que vous les voyez? C'est vibratoire. Si une personne a une sensibilité interne, qui est suffisamment balancée, là, pas un gaga, là, tu sais, à ce moment-là, on a du fun, mais il faut que le gars ait les pieds à terre. Si quelqu'un vous approche avec un projet, qu'est-ce que vous faites avec ce projet? On va lui dire, bon ben, décris-nous tout ton projet. Si le gars est capable de décrire tout son projet, avec tout, là, il nous amène, ça a du bon sens, le projet, on peut le faire, on peut travailler avec lui. Mais, d'un autre côté, il faut que lui-même soit très, très balancé. S'il n'est pas balancé, il ne pourra pas, il va être obligé d'attendre 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 200 ans. Mais quel avantage il a à travailler avec vous plutôt qu'à travailler seul? Parce qu'on devient tellement sensible avec l'évolution de la conscience qu'il vient à un point où on ne veut plus travailler. On ne veut plus travailler. On veut créer des affaires. Mais on ne veut pas faire des affaires. On va avoir du plaisir tout le temps. Sans ça, c'est une job. On ne veut pas travailler. Mais on veut créer des affaires. Autrement dit, on veut rencontrer du monde, des gens qui ont le... Il y a des gens... Bon, on a rencontré un inventeur. Do you have the pamphlet here? On a rencontré un inventeur il y a quelques mois, l'an passé. Un type qui avait travaillé d'arrache-pied à construire un genre de machin pour monter une maison. Et quand on l'a rencontré, le type était déjà 75 000 piastres en dette. Tu fais pas des affaires avec un gars qui est 75 000 piastres en dette. Tu enlèves ses dettes d'abord. Ça, c'est la première chose à faire, pour qu'il relaxe. Donc, on a enlevé ses dettes. Le gars, il comprenait pas. Ça se fait pas. On va t'enlever tes dettes, après ça, on parlera d'affaires. Fait que, là, j'ai dit au type,
J'ai dit, nous, on ne fait pas des affaires, on crée des affaires. La première chose pour vous, c'est d'aller chez vous, aller vous coucher avec votre femme, relaxer, enlever les dettes, enlever les avocats sur son dos, tout ça. On s'est occupé de ça. Et aujourd'hui, ce type qui travaille avec nous, c'est une bombe. C'est une bombe. Tu aurais mis une annonce dans le journal pour avoir un type qui travaille tout le temps, tu n'auras pas trouvé. Mais il est tellement bien. Les arrangements qu'on a fait avec lui, c'est absolument, c'est pas que ça n'a pas d'allure. Ça se fait pas dans le monde des affaires. C'est pour ça que le juif aujourd'hui, il voulait m'envoyer en Israël. Parce que ça se fait pas. Et éventuellement, on a l'intention d'amener ça dans le public, ces notions-là, d'amener ça dans l'entreprise. Comment est-ce qu'un chef d'entreprise devrait travailler dans l'entreprise? Qu'est-ce que c'est? Il faut que l'homme crée de nouvelles conceptions. Les gens sont arrivés, ils sont totalement bloqués. Ça respire plus. Les patrons, les présidents respirent plus, les vice-présidents respirent plus, les employés respirent. Il n'y a personne qui respire. Il y a seulement les Japonais qui transpirent. Donc, il y a une éducation aussi à faire. C'est inouï. La confiance, ça va tout partout. Tout partout. Mais dans ces contacts d'affaires avec le monde traditionnel des affaires et avec les notaires, les avocats, est-ce que vous n'êtes pas en quelque sorte obligé de redéfinir les règles du jeu? Non, on ne doit pas, on ne redéfinit pas les règles du jeu, mais on sait ce qu'on veut, donc ils sont obligés de livrer. Il n'y a pas, c'est comme on est... Est-ce qu'ils essayent parfois de vous jouer comme... Ils ne peuvent pas. Comment pouvez-vous jouer quelqu'un qui voit votre jeu? On ne peut pas jouer. Donc il faut qu'il soit honnête psychiquement. Il faut qu'il soit assez intelligent pour comprendre qu'on est pas mal intelligent. Ouais. Ouais. L'intelligence créative... Je regardais, je ne veux pas parler de ça en public parce que c'est du matériel public. Mais c'est dommage que je ne puisse pas en parler en public. Mais j'en parlerai un jour en public. Mais c'est pas le temps. Mais j'aurais voulu parler de quelque chose concernant l'évolution de la province de Québec. Mais je ne veux pas là parce que Trudeau a parlé. Mais en tout cas, il y a des choses bien intéressantes. Mais ça pourrait faire l'objet d'une conférence. On appellerait ça l'avenir du futur. Non. Mais ça s'en vient bien au Québec. C'est en effervescence. Y a-t-il réellement du nouveau? C'est quelque chose qui se passe. Vous êtes sauvé par le gong. En tout cas. Merci infiniment.